bonjour à tous, Karine Goré. Je suis consultante au sein du cabinet Progress Conseil, où j'effectue en fait l'accompagnement de dirigeants dans leurs problématiques de développement, notamment développement commercial. Pierre Chatouche, je suis expert comptable à Château-Giron, dans un cabinet qu'on pourrait qualifier à taille humaine, et notamment à l'écoute des créateurs d'entreprises, des petites entreprises, avec, comme tous les experts comptables de France, une polyvalence sur les domaines fiscaux, comptables et juridiques. Et j'interviens donc ici avec Pierre Goré pour cette conférence sur les solutions pour faire face aux difficultés. En fait, quand on nous a proposé ce thème, on s'est dit la première des choses, c'est plutôt vous expliquer quelles sont les choses à mettre en œuvre pour éviter les difficultés. Donc on va être plutôt dans la prévention, dans vous donner des règles pour réussir, en fait, à la fois sur des règles commerciales et puis des règles un peu plus comptables et juridiques. Alors, les difficultés, ça peut être bien sûr, et c'est à celle-ci qu'on peut s'en prendre, des difficultés de trésorerie qui sont inhérentes à toutes les entreprises qui se créent, aux entreprises qui se développent. On va voir pourquoi on peut faire des bénéfices et avoir aussi des problèmes de trésorerie. Et puis, il n'y a pas que les problèmes purement financiers, purement comptables, il y a aussi les difficultés dans l'approche pratique, pragmatique que peut avoir le chef d'entreprise, et notamment dans les relations clients-fournisseurs. En fait, quand on décide de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, en règle générale, on est plutôt réjoui, on a envie, on pense qu'on va quitter son ancien métier et qu'on va ne plus avoir de responsable, qu'on va faire ce qu'on veut, qu'on va être assez libre. Ce qu'on veut simplement vous dire, c'est que c'est pas vraiment ça. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est difficile. C'est pas forcément pour tout le monde parce que il faut avoir des capacités peut-être à travailler seul. Les 35 heures, c'est peut-être aussi fini, parce que quand on se met à son compte, on ne peut pas compter les heures, il y a plein de choses à faire, surtout quand on débute. Donc, quelque part, c'est un joli rêve, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre, c'est pas si simple que ça. En tout cas, ça vaut le coup de le faire. L'idée principale, c'est mettre tous les chances de son côté pour réussir et puis pour durer. Commencer, c'est bien, durer, c'est effectivement mieux. Mais voilà, il faut aussi être lucide par rapport à la difficulté de ce futur métier. Alors, j'en viens sur cette notion de 35 heures. Il ne faut pas perdre de vue que dans une PME, vous êtes tout. Vous êtes le directeur commercial, vous êtes le chef du personnel, vous êtes le directeur des achats, vous êtes le directeur financier. C'est vous qui gérez les relationnels avec les clients, avec les fournisseurs, avec les banques, avec les experts comptables, avec l'URSSAF, avec le direct, avec le RSI. On reviendra tout à l'heure sur les problèmes spécifiques au RSI. Ça veut donc dire que les 35 heures, c'est fini. Moi, je donne des cours à des jeunes médecins qui s'installent pour leur expliquer en 2 mots ce qu'est la comptabilité d'un médecin, le régime fiscal et comptable. C'est effarant. Ils s'imaginent même eux qu'ils ne vont pas travailler le week-end, ils vont faire leurs 35 heures. Alors vous verrez le jour où vous signerez votre premier contrat de travail avec un salarié, que quand on définit les horaires du salarié, 35 heures, on y est très très vite. Très très vite. Ça veut dire 7 heures par jour sur 5 jours, ça ne fait pas beaucoup. Donc pour vous, il ne faut pas le perdre de vue, les 35 heures, c'est le mercredi qu'elles sont là. Donc en fait, on va vous expliquer tout ce qui est la notion d'efficacité commerciale et puis tout ce qui est important au niveau administratif de l'entreprise. Et puis 2 points importants, ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est un savoir-être, une posture de dirigeant qui doit aussi être importante, et puis aussi un savoir-faire. Quand on se lance dans une création d'entreprise, on doit avoir un minimum de savoir sur le métier, ou si ce n'est pas le métier, c'est l'aspect commercial. On doit avoir effectivement une base pour réussir son projet. Donc, premier constat de départ, effectivement, c'est un métier difficile. On n'est pas tous entrepreneurs, par contre, ça vaut vraiment le coup de se lancer. Alors, je vais commencer effectivement sur le premier point qui, de mon côté, me semble important, c'est le dirigeant. C'est vous qui souhaitez vous lancer, c'est quoi les clés pour réussir. Alors, j'ai fait 2 présentations. Le dirigeant catastrophe, c'est celui qui pense qu'il a tout dans la tête, qui est souvent très technicien, qui a du mal à déléguer ou à partager. Je ne vois pas du tout le slide. Un dirigeant aussi catastrophe, c'est un dirigeant qui a peur du risque.
quand on se lance dans ce métier-là, il faut accepter de prendre des risques personnels, d'investir de l'argent dans son projet, de savoir prendre du risque quand on passe une commande importante pour avoir une commande fournisseur, pour avoir une commande client importante. C'est prendre du risque en termes de trésorerie aussi, parce qu'on sait où on va. Donc c'est vrai que le dirigeant, il doit se remettre très souvent en question. Et puis à côté, on a effectivement le dirigeant idéal. Alors le dirigeant idéal, c'est celui qui est un vrai entrepreneur, c'est qu'il va à fond, il sait où il va, il a une direction, des objectifs qu'il souhaite atteindre, donc il a son cap qu'il a tracé et il va trouver des actions pour réussir. C'est un dirigeant aussi qui va savoir innover, c'est-à-dire se remettre en cause, peut-être lancer des nouveaux produits, être à l'écoute de ses clients et de ses fournisseurs pour pouvoir effectivement proposer quelque chose qui soit demandé par les clients. C'est un dirigeant aussi qui va aimer le commerce. Parce que la première clé, en fait, quand on se lance en tant que chef d'entreprise, c'est on a une très bonne idée, peut-être la plus belle offre qui existe sur le marché, possible. Maintenant, faut-il que les clients vous l'achètent. Donc c'est un dirigeant idéal, celui qui va accepter, qui va aimer aussi aller voir des prospects, qui va aimer vendre et qui va aimer ensuite rentrer à son entreprise pour mettre en œuvre le service et puis le produit qu'il a pu vendre. C'est un dirigeant qui doit être organisé. On n'est pas là pour flamber, on n'est pas là pour mettre effectivement se croire qu'on est dirigeant, c'est super. On a de l'organisation minimum, tant dans le commercial que du côté effectivement comptabilité administrative. Donc un dirigeant, si vous voyez, il doit avoir toutes ces facettes. Il doit être à la fois connaître son produit, être technicien, un minimum, et puis savoir vendre. Encore une fois, on a vu beaucoup de difficultés auprès des chefs d'entreprise. Ils ont une très bonne idée, mais la plus difficile, c'est que vos clients vous l'achètent. Donc première clé, en fait, c'est vous. Donc comment faire pour réussir? Effectivement, notre temps est limité. Moi, j'ai mis trois axes en termes de commerce, on va dire. C'est bien savoir gérer son temps. Bien savoir gérer son temps, c'est quand on aime la production et qu'on doit produire on va prendre l'exemple d'un site internet, et à un moment donné, il faut savoir arrêter son projet pour aller prospecter, organiser son temps commercial. Il faut savoir ne pas finaliser son produit à 150% pour faire mieux, pour finaliser et que le client soit content si on a vendu un produit à 100%. Savoir mettre en fait le curseur par rapport à votre activité. On voit des clients qui vendent des produits de surqualité et ils passent peut-être 100 heures là où ils en ont peut-être vendu que 50. Donc vraiment savoir gérer son temps, tant dans la production que dans l'organisation commerciale. Ensuite, avoir des outils commerciaux qui soient efficaces. La clé en fait pour réussir dans ce qu'on va voir au niveau commerce et administratif, c'est d'avoir des outils de pilotage qui soient dans l'entreprise, corrects, bien installés, et puis des outils très simples. On n'a pas besoin d'avoir forcément des outils compliqués qu'on va acheter très très cher dans le commerce. On peut se créer des outils Excel qui soient effectivement suffisants. Faut-il encore les avoir? C'est nécessaire en fait pour réussir, savoir où on va. Et puis donc avoir un suivi administratif et comptable qu'on va revoir tout à l'heure qui soit efficace. Donc, quelques règles, effectivement, c'est avoir dans son agenda une organisation qui reflète la stratégie de l'entreprise. Si je dois prospecter, j'ai du temps pour la prospection. Si je dois produire, j'ai du temps pour la production. J'ai du temps également pour mes tâches administratives. Ou alors je sous-traite mes tâches administratives, on verra ça tout à l'heure. J'ai une gestion de mes projets avec des points réguliers, avec mon équipe, c'est effectivement une équipe. En tous les cas, je gère mes projets, je sais à quel timing je suis. On ne sait pas tout faire, donc on va aussi apprendre à faire et à faire. On ne se met pas dans la comptabilité du jour au lendemain, donc on doit sous-traiter éventuellement sa comptabilité. Il faut savoir en fait dépenser un peu pour avoir du temps là où on est bon. D'accord ? On peut croire que la comptabilité c'est très simple, il y a des outils qu'on peut acheter effectivement dans le commerce. Si nous on y passe 5 heures là où on peut avoir quelqu'un qui passe 1 heure, ça sera 4 heures de gagné pour nous. Et puis moi ce que je veux aussi en avant, c'est savoir prendre du temps entre son travail aussi et sa famille.
On sait très bien ses amis, enfin, tout ce qui est de vie privée. La réussite aussi pour un dirigeant, c'est d'avoir une stabilité entre plusieurs projets. Et donc, il faut à la fois réussir à équilibrer tout ça. Et puis, bien, des règles dans votre organisation, c'est savoir dire qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est urgent dans mon activité, qu'est-ce que je dois faire dès demain, et puis surtout les tâches qu'on n'aime pas faire, eh bien, pas vouloir les reporter dans une semaine ou 15 jours, mais les faire tout de suite, si c'est vraiment des tâches qui sont prioritaires pour l'entreprise. Je pense souvent aux déclarations de TVA ou choses comme ça, où le dirigeant va dire ouais, ça, j'ai pas trop envie, ben non, c'est obligatoire et c'est urgent pour l'entreprise. Et puis, quand on est dirigeant, il faut aussi savoir lever la tête, prendre des conseils auprès de son expert comptable, auprès de d'autres professionnels qui vont en fait vous aider à avoir une stratégie et puis à construire votre projet. Et puis, voilà, une activité vraiment importante, c'est faire sa to-do list tous les jours. C'est purement opérationnel, mais quand on est chef d'entreprise, on pense à plein de choses. Et effectivement, avoir une règle d'organisation quotidienne de ce que j'ai à faire aujourd'hui et ce qui est urgent, c'est une façon aussi de réussir. Alors, je reviens encore une fois au temps commercial parce que c'est la priorité. Savoir vendre, c'est pas évident, c'est un métier. Quand on se lance dans le métier du chef d'entreprise, en règle générale, au tout début, on n'a pas de commerciaux à sa disposition, donc le dirigeant vend seul. Or, vendre, c'est pas si évident que ça. Donc, à vous, en tant que dirigeant, savoir prendre du temps pour le commerce, savoir écrire aussi pourquoi les clients achèteront votre produit, parce que ça peut vous sembler évident, mais pas forcément pour ceux qui vont acheter votre produit. Et puis quand on est commercial né, on va dire, quand on a un tempérament commercial, ben, on va être très fort dans ce domaine-là, et du coup on va négliger d'autres tâches, donc attention. Et puis au contraire, quand on est plutôt technicien, un dirigeant qui connaît très bien son produit, qui aime le produit, ça on en connaît plein, ben, eux, ce type de dirigeants, ils ont du mal à aller vers les prospects. Ils ont du mal à aller vendre leurs produits, ils ont du mal à présenter leurs produits, donc attention aussi. À vous de trouver en fait quel est le meilleur levier pour vendre votre produit. C'est vous, ou c'est pas vous, ben, c'est quelqu'un d'autre. Vous pouvez effectivement travailler avec un commercial salarié, un commercial non salarié. Le tout est de trouver effectivement le meilleur levier pour vendre votre produit. Alors les outils par rapport au commerce, il faut effectivement, quand vous lancez dans votre projet, avoir des outils pour faciliter la vente, tout ce qui va être autour des plaquettes, des cartes de visite, tout ce qui va avoir en fait, qui va donner envie, qui va séduire vos clients. Donc ça c'est la première base. Et puis ensuite, il vous faut effectivement une organisation au niveau support, ce qu'on appelle les CRM, des bases qui permettent de suivre qui sont vos clients, qui sont vos prospects, qui je dois contacter, qui je dois rappeler. Et puis savoir exactement ce qu'on doit faire mois par mois. Une organisation commerciale nécessite effectivement des obligations régulières. Apprendre à communiquer également. Et puis savoir utiliser son réseau correctement. Le réseau est un des moyens aujourd'hui pour quand même trouver rapidement des clients. Donc là, j'ai mis à disposition effectivement une base, je peux vous faire suivre, qui permet de trouver, de s'organiser pour gérer ses clients, prospects et puis prescripteurs. Voilà côté commerce. En règle, ce qu'il faut bien retenir, c'est le commerce, si c'est vous, eh bien, soit vous apprenez le métier de commercial, soit vous vous faites accompagner. En tous les cas, ça demande de votre part un savoir-être et un savoir-faire important. Maintenant, on va voir rapidement le côté administratif. Alors, on va parler un petit peu donc, de la comptabilité sans faire un cours de comptabilité. La comptabilité, d'antan avec un buvard, importe plus, c'est fini. Aujourd'hui, la comptabilité, il ne faut pas la vivre comme une contrainte, mais il faut la vivre comme un outil de gestion. La comptabilité, ça va vous permettre notamment, c'est l'élément le plus important dans votre entreprise, c'est votre compte client.
La règle numéro 1, c'est si vous ne facturez pas, à court terme, vous mourrez. Vous avez un restaurant, si vous ne faites pas payer les copains, les voisins, les cousins, les beaux-frères, à court terme, ça n'existera plus. C'est la règle numéro 1. Je facture, je suis artisan, j'ai mon calepin dans ma voiture, je note tout ce que je dépote sur les chantiers, je note tous les chantiers que j'ai faits. Si vous allez un jour chez un avocat ou chez un expert comptable, vous verrez qu'il a un carnet à côté de lui, il note heure par heure les gens pour qui il a travaillé parce qu'à la fin de la journée, son logiciel de comptabilité de gestion de temps lui sortira sa facture. C'est la règle numéro 1, je facture. Et la comptabilité me permet d'enregistrer la facture de mon client et de suivre ses règlements. C'est l'indicateur le plus important, le compte client. Si vous vous laissez déborder par le compte client, vous ne vivrez pas longtemps. Ça, c'est la règle numéro 1. La deuxième règle, c'est la comptabilité, il ne faut pas la vivre comme une contrainte, c'est bien un outil de gestion, suivre mon compte client, suivre ma marge. La marge, c'est la différence, j'ai un magasin de chaussures entre le prix de vente de mes chaussures et le prix d'achat de mes chaussures. La marge, je la rapporte à mon chiffre d'affaires, ça me donne un pourcentage, ce qu'on appelle le taux de marque. Ce taux de marque, si j'ai acheté mes chaussures 70 €, je les ai revendues 100, c'est 30%. Ce 30%, il faut que je multiplie le plus de fois possible par le plus grand chiffre d'affaires possible pour couvrir l'ensemble de mes charges, qui seront à la fois des charges de structure, le loyer de mon magasin, et des charges variables, le salaire de ma vendeuse, etc. etc. La comptabilité, nous, on a des clients qui nous disent ma femme elle s'occupe de la comptabilité. La comptabilité, c'est pas gérer les factures qui arrivent, préparer les règlements des fournisseurs ou envoyer les factures aux clients. La comptabilité, c'est un ensemble d'indicateurs qu'on va tenir, qu'on va suivre. Donc, notamment, je me répète, pour suivre le compte client. Et puis le deuxième clignotant important qu'on suit, c'est le compte bancaire, bien entendu. Donc, règle numéro 1, je facture. La règle numéro 2, je m'organise pour suivre ma marge. Si je suis commerçant ou prestation de service, ma marge, mon unité d'œuvre de facturation, c'est les heures que je passe dossier par dossier. À la fin de la journée, j'ai travaillé 10 heures, j'ai perdu 2 heures à gérer des problèmes internes à l'entreprise. Le reste, ça doit se transformer en facturation. C'est incontournable. Le système de classement rigoureux, maîtriser les flux administratifs, vous verrez, c'est impressionnant le nombre de papiers qu'on peut recevoir du fisc, de l'URSSAF, des caisses de retraite. On attire l'attention aussi des créateurs d'entreprises sur le nombre de papiers que vous recevez avec des petits logos qui ressemblent un petit peu au drapeau français, bleu, blanc, rouge. Inscrivez-vous au registre du commerce, inscrivez-vous au registre des affaires. Tout ça, c'est des arnaques. Faites très attention à ça. On le dit systématiquement. Si vous avez un doute, vous voyez avec l'expert comptable, lui vous dira ce qu'il y a à payer. En règle générale, il n'y a rien à payer. Tout ce que vous recevez comme inscription dans des registres, dans des machins, c'est des arnaques. Donc ça, faites-y très attention. Le choix du classement, il est primordial parce que ça vous permet de retrouver les pièces très vite où vous en avez besoin. Aujourd'hui, de plus en plus dans les petites entreprises, comme dans les grosses, du reste, on oublie le classement papier, on scanne et on organise une gestion électronique des documents. C'est tellement pratique, 2 ans, 3 ans après, ça fait gagner de la place, ça fait gagner du temps, ça fait gagner du papier. Et puis 3 ans après, quand on sort une pièce, vous avez des logiciels comme PDF Viewer, vous écrivez le nom reprise par exemple, et tous vos dossiers, tous vos documents PDF sur lesquels figure le mot reprise, si vous en avez 3000, le logiciel va s'arrêter au mot reprise. Vous cherchez 6 ans après la facture d'entretien d'un camion Mercedes, vous tapez entretien Mercedes et votre logiciel PDF Viewer, il va balayer tout votre classement GEP, 3000, 4000, 10 000 documents, et il va s'arrêter à chaque fois qu'il voit le mot entretien Mercedes. Mais ça, par contre, c'est bien sûr une contrainte en amont. C'est une contrainte à mettre en place, c'est une contrainte à définir, c'est une contrainte à stocker sur le disque dur, et puis la règle numéro 1 de l'informatique, on n'oublie jamais, je sauvegarde, tu sauvegardes, il sauvegarde, et on emmène les sauvegardes avec soi. Soit on les laisse pas sur place, parce que si on se fait voler son PC et ça sauvegarde en même temps, eh ben on recommence à ça. Connaître le seuil de rentabilité, en 2 mots le seuil de rentabilité, on a parlé des charges de structure, des charges fixes. Je reviens à mon magasin de chaussures, j'ai ma marge, elle fait 30%. Mon loyer, mon EDF, c'est la même, ce sont les mêmes montants que je vends 10 paires ou 200 paires de chaussures. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires que je dois faire pour au moins couvrir ces charges fixes. J'oublie pas cette règle, c'est que je suis le chef d'entreprise et je me paye en dernier. Quand on fait des budgets prévisionnels pour des clients, on se bat, on leur explique
que d'abord on paye les autres et à la fin on se paiera. S'il reste 10 000 euros, on prendra 10 000 euros. S'il reste rien, on ne prendra rien. Et s'il faut remettre 3 000 euros, on remettra 3 000 euros. C'est la règle de la chronologie des paiements. Je me paye en dernier parce que si je me paye avant les autres, eh ben, j'aurai pas de sous pour payer les autres. C'est pour ça que Madame disait, c'est important quand vous quittez un statut salarié, il ne faut pas perdre de vue que c'est vrai, c'est bien de créer son entreprise, c'est bien de gérer son propre planning, mais il ne faut pas oublier qu'à la fin du mois, s'il n'en reste pas, je ne serai pas payé. Maîtriser, suivre ses charges fixes, c'est les charges incompressibles, quel que soit le volume de chiffre d'affaires. Je reviens toujours à mon magasin de chaussures. Le loyer, c'est même, les DF, c'est même. C'est à moi donc de les minimiser dès la création de l'entreprise. Et c'est à moi après de dégager une marge suffisamment forte pour les couvrir. Savoir calculer sa marge commerciale. La marge commerciale, plus vous vendez, plus vous dégagez de marge commerciale. Les chaussures, je les achète 70, je les vends 100. Il faut que je maîtrise parfaitement cette donnée et que je l'exprime rapportée non pas au prix d'achat du bien, mais bien au prix de vente. Là, ma marge, elle est de 30% par rapport au prix de vente. Le ratio 30 par rapport au 70, il ne me donne rien du tout. Ce qui peut me donner quelque chose, et ça il faut que je le maîtrise parfaitement, dans un commerce notamment, c'est la marge, mais c'est aussi le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que j'achète 70, je revends 100, le coefficient multiplicateur c'est 100 que divise 70, et comme je vais mettre l'étiquette sur mon produit, si je suis assujetti à la là, mon coefficient ce sera 119,6 qui divise 70. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je reçois la facture de mon fournisseur, j'applique ce coefficient pour immédiatement en sortir mon prix de vente. On est d'accord? Le prix de revient, calculer le prix de revient, c'est la suite logique de la comptabilité. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grosses études, je dois vendre mon produit au moins ce qu'il m'a coûté. Donc mon chiffre d'affaires doit au moins me couvrir mes charges. Quand je vends un produit fini, des chaussures, c'est très bien. Si je suis menuisier et qu'on vient de me demander de faire une cuisine intégrée complète, il va bien falloir que dans mon devis, je ne peux pas le faire à la louche, il va falloir que j'intègre le volume de bois que je vais poser, il va falloir que j'intègre le nombre d'heures que je vais passer, le coût du camion pour aller chercher les marchandises, pour les livrer sur place. Tout ça mis bout à bout, c'est après que je fixerai mon prix. La première erreur consisterait à fixer le prix de vente à l'envers en fonction des concurrents. Alors aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de concurrence chez les artisans, notamment des auto-entrepreneurs, et puis aussi des gens, il faut le dire, qui ne sont pas déclarés ou qui travaillent au black. Et là, effectivement, ça fausse la concurrence. Mais si vous ne maîtrisez pas votre prix de revient avant d'en fixer, à partir de celui-ci, le prix de vente, l'entreprise, elle ne durera pas là-dedans. Maîtriser l'évolution de cette vie, on vient d'en parler, ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice, c'est pas compliqué. Hein. Si je jette un produit 2 €, je vends 3 €, mon client il me paye tout de suite, je suis content, j'ai 3 € dans la caisse, mais dans 30 jours, je vais avoir mon fournisseur à payer avec mes 2 €. Donc il ne faut pas que j'oublie que la recette de mon client, c'est pas ce qui va me rester net à la fin. Les appels provisionnels des cotisations sociales. On va en parler, c'est le fameux RSI, pour ceux qui en ont entendu parler, le régime social des indépendants. Ça, vous y couperez pas, tout le monde y passe, à part les professions médicales et quelques professions prestataires de services qui font du conseil, ou bien les professions comme les avocats ou les experts. Le RSI, ça regroupe 3 grands types de cotisations. C'est le financement de vos cotisations d'URSSAF. En fait, le RSI, c'est l'organisme collecteur qui ramasse les cotisations sociales. L'URSSAF, votre régime d'assurance maladie, vous payez beaucoup et vous toucherez peu, il ne faut pas perdre ça de vue, et votre retraite, là va pour les artisans, l'organique pour les commerçants. Le principe du RSI, c'est le suivant, les cotisations sociales sont calculées sur ce que vous avez gagné. Seulement, quand on fait une fiche de paye à un salarié, on fait la fiche de paye du mois de janvier, on paye les cotisations sociales le 15 février, parce qu'on sait ce qu'on a donné aux salariés le 15 janvier. En RSI, c'est un petit peu plus compliqué, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Vous créez votre entreprise le 1er janvier 2013, vous allez payer vos cotisations sociales au RSI en fonction de ce que vous avez gagné en 2013. Sur ce que vous avez gagné en 2013, vous ne le saurez qu'en 2014, au moment de l'établissement de votre bilan. Ça veut dire qu'en 2013, le RSI va vous appeler la première année des appels provisionnels qui sont calculés sur un résultat provisoire. Lorsque vous bouclez votre première année,
le RSI va vous ajuster en octobre-novembre de l'année plus à vos cotisations de l'année. Pour peu que vous ayez fait une première année, une bonne première année, les régularisations de RSI en novembre de l'année plus 1, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Moi, j'ai le cas d'un dossier, la première année, il a fait 70 000 euros de bénéfices, et à la deuxième année, il en a redonné 20 000 au RSI. Donc ça, il faut que vous insistiez, c'est une faute professionnelle. S'il ne le fait pas, auprès de votre expert comptable, lorsqu'il vous donne votre bilan, il doit vous donner votre échéancier prévisionnel de RSI pour les 2 années qui viennent. Après, je suis parti en rythme de croisière, donc j'ai commencé il y a 5 ans. En 2013, je paye des acomptes qui sont calculés sur mon résultat de 2011, celui-là le RSI je connais depuis le début de l'année, et fin 2013, le RSI va me régulariser mes cotisations en fonction de mon bénéfice de l'année 2012. Dans les comptes du 31/12/2012, on doit faire apparaître la régularisation de RSI. Donc le montant du RSI dépend du bénéfice, qui dépend du montant du RSI. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sait calculer ça à la main. Il y a des outils informatiques qui le font. Mais en tout état de cause, vous ne perdez jamais de vue votre échéancier RSI qui sera payé dans les 18 mois qui suivent. Parce qu'eux, ils ne vous oublient pas. C'est comme l'URSSAF, vous payez en retard 10% de délai. On discute maintenant. Donc l'échéancier prévisionnel sur 3 ans, parce que comme ça se régularise en année N+1 en fonction des appels qui ont été calculés sur N-2, on sort l'échéancier prévisionnel sur les 30 mois qui viennent. Ne pas subir la fiscalité d'anticiper, faire attention à la gestion de la TVA. La TVA, pour ceux qui seront assujettis à la TVA, c'est-à-dire quasiment tout le monde, il y a quelques cas quand même où on a intérêt à ne pas opter pour la TVA. Mais de droit, on est à la TVA aujourd'hui dans quasiment toutes les professions, à part les professions médicales. Mais vous pouvez aussi, c'est d'une simulation à faire au moment du budget professionnel, notamment dans les commerces, ne pas vous assujettir à la TVA. Faire attention à la gestion de la TVA. La TVA, c'est l'impôt des autres en quelque sorte. C'est-à-dire que vous facturez la TVA à votre client, le client vous la paye et vous la redonnez. Vous êtes un collecteur d'impôts pour le trésor public, et de la TVA que le client vous a donnée, vous allez déduire celle que vous avez donnée à votre fournisseur qui lui va la reverser, ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui la supporte à la fin? La TVA, c'est un impôt indirect. Celui qui la supporte, c'est le consommateur final. C'est vous, c'est moi, quand on va chez McDo, quand on va chez Peugeot faire son plein d'essence. Cette TVA, nous, on peut l'appliquer sur rien. Alors il faut bien regarder la chose suivante au départ lorsque vous allez opter sur le régime de TVA auquel vous serez assujetti. Il y a 2 grands régimes. Il y a le régime réel et il y a le régime simplifié. Le régime réel, il vous permet de verser, d'être en temps réel au niveau de votre TVA au Trésor public. C'est-à-dire que vous versez au Trésor public le 20 octobre la TVA que vous avez facturée au mois de septembre, moins celle que vous avez payée à vos fournisseurs au mois de septembre, et ça donne celle qui est à payer au Trésor public le 20 ou 21 octobre. Vous voyez bien que c'est neutre. Donc quand vous faites votre devis, on raisonne bien hors taxe, puisque la TVA, vous allez l'encaisser, mais elle n'est pas pour vous, elle est pour les autres. Alors c'est tentant, effectivement, ça monte très vite, de se financer sur la TVA et d'oublier de la reverser au Trésor public. Il ne faut pas oublier que quelque part, c'est l'argent qu'on vous a confié pour que vous le reversiez au Trésor public. Donc si vous le conservez pour vous, il y a une connotation pénale quand même sur ce fait-là. Et puis, le fisc dispose d'outils pour le voir très vite aussi dans votre comptabilité. Donc ça, c'est le régime général. Vous avez un deuxième régime qui est le régime simplifié, qui vous permet chaque trimestre de verser un quart, un acompte, qui fait un quart de la TVA de l'année d'avant. Donc il n'y a pas de déclaration de TVA à faire en cours d'année. C'est plus léger sur un plan administratif. Seulement si votre chiffre d'affaires augmente, votre valeur ajoutée augmente, vous serez en retard au moment de solder la TVA l'année d'après. Si votre chiffre d'affaires a diminué, vous risquez d'être en avance. Il ne faut pas perdre de vue la chose suivante, c'est que vous avez les cas des artisans, par exemple, qui facturent à leurs clients à 7% et qui payent leurs fournisseurs à 19,6%. C'est les taux actuels. Ça veut dire que l'artisan qui vient vous faire des travaux d'entretien chez vous, s'il vous facture sans hors taxe avec une TVA à 7, il a encaissé 7. Mais s'il a acheté ses matières premières chez Leroy Merlin ou chez Point-P avec une TVA à 19,6, il a de la valeur ajoutée, il est positif, il a des résultats d'exploitation, mais il ne devra jamais de TVA au Trésor public. Je ne sais pas si je m'explique.
Bien, ça veut dire que quand vous allez définir votre régime de TVA, lorsqu'on est en régime du réel, on peut tous les trimestres se faire rembourser, tous les mois, pardon, se faire rembourser ce crédit de TVA. Lorsque je suis en régime simplifié, c'est une fois par an. Donc, si vous démarrez dans une activité artisanale avec un taux de TVA facturé à vos clients plus faible que celui que vous ont facturé vos fournisseurs, il est évident qu'il faut opter pour un régime de TVA réel, de façon à se faire rembourser la TVA. Ça, c'est un élément important. Si vous êtes commerçant, la TVA, vous la reversez au trésor public lorsque vous livrez votre client. Ça veut dire que même si le client vous paye à 30 jours, vous êtes redevable de la TVA au trésor public immédiatement. Si vous êtes prestataire de service, le régime est plus favorable, vous reversez la TVA au trésor public lorsque le client vous paye. C'est-à-dire que si vous facturez le client le 30 septembre et qu'il vous paye le 25 décembre, vous serez redevable de la TVA au mois de janvier sur la déclaration du mois de décembre. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas perdre de vue. Si vous avez une activité commerciale, vous faites l'avance de la TVA au trésor public, puisque votre client ne vous l'a pas encore payé. Donc ça, c'est un élément important à appréhender dans votre besoin de financement. Donc je suis content, j'ai un résultat d'exploitation qui est positif d'1 €, mais je n'aurai jamais un centime à la banque. Parce que les 3 € du client, ils ne rentreront qu'après que j'ai payé le fournisseur. Ça veut dire que plus mon chiffre d'affaires progressera, et plus mon découvert bancaire, il augmentera. Donc ce découvert bancaire, ce besoin en fonds de roulement, et la différence donc, entre ce que me doivent les clients et ce que je dois aux fournisseurs, il faut aussi financer le stock. Donc stock plus client moins fournisseur, ce besoin en fonds de roulement, plus je progresserai, plus je courrai derrière. Et ça, c'est aujourd'hui un gros problème dans les entreprises, c'est de financer ce besoin de trésorerie, 2 €, 3 €. Mon client, il paie dans 30 jours, et ben en attendant, il faut quand même que je trouve les 2 € pour payer le fournisseur. Et puis, il a fallu aussi que je trouve les 2 € avant pour composer mon stock de départ, celui qui est tournant et qui sera parfait. La règle, maîtriser les comptes clients et les comptes fournisseurs, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je fais payer les clients le plus vite possible et je paye les fournisseurs le plus tard possible. Ça, c'est la règle. Dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Sachant qu'il y a un poste important dans toutes les entreprises, à partir du moment où vous embauchez, c'est les salaires. Et les salaires, ça se paye de 38 mois. Sur les salaires, la prestation du salarié est linéaire sur le mois, ça veut dire qu'à la limite, vous avez un crédit de 15 jours, c'est tout. Par contre, le salarié, lui, il a produit une prestation, vous allez facturer au client à la fin du mois, plus le règlement du client qui va prendre 30 jours, et bien en attendant, il a quand même fallu trouver l'argent pour payer le salarié, pour payer ses charges aussi. Vous voyez, donc on peut être bénéficiaire, c'est le produit acheté 2, vendu 3, et courir en permanence, derrière mon argent que je n'ai pas. Donc ce budget, ce plan pluriannuel d'exploitation et de financement, c'est lorsque vous allez faire votre business plan, dont la partie purement comptable, le prévisionnel de recettes de dépenses, il faudra bien faire attention au BFR, le besoin en fonds de roulement. Même si mon activité est bénéficiaire, j'aurai toujours besoin d'argent. Et ça, c'est le message qu'il faut faire passer à la banque. Lorsque vous démarrez, j'ai besoin du banquier, parce que j'ai un besoin en fonds de roulement, il faut qu'il me le finance, mais j'ai aussi une capacité bénéficiaire, donc ça veut dire que j'ai une capacité à lui rembourser son emprunt. À ne pas perdre de vue. Le tableau de bord d'exploitation financière, c'est tout ce qu'on vient de voir. Le budget annuel, tout le monde fait son budget, l'État français, le ménage courant, entre les dépenses de voiture, le loyer, le téléphone, et bien vous devez le faire aussi. Quelles sont les charges que je vais avoir, le loyer, le téléphone, les salariés, quelles sont les recettes que je vais avoir, les ventes, et les subventions éventuellement que je peux toucher, si j'embauche des apprentis. Donc tout ça, c'est mon budget prévisionnel, c'est mon plan de trésorerie à ne pas négliger. Mais je ne pourrai les construire que si j'ai en amont des informations comptables, économiques, financières, fiables, c'est-à-dire une comptabilité parfaite. Pour vous? Avec l'application qui prend, non seulement qui est offert par technologie, mais aussi tout à fait la personnalisation. Pour en revenir effectivement sur les outils de pilotage commerciaux, parce que effectivement, faire le lien, pour réussir à vendre et avoir une offre de service qui soit effectivement achetée par nos clients, il faut justement aller les rencontrer, prospecter, vendre ses produits, faire les factures, rentrer dans les notions de comptabilité. Mais pour faire ces notions de prospection, en fait, il faut avoir des outils de pilotage qui sont pour mettons, vendre, faire un chiffre d'affaires de 1000, ça fait peut-être 10 clients à trouver. Pour trouver ces 10 clients, je dois peut-être présenter 20 devis.
pour présenter ces 20 devis, je dois peut-être avoir fait 40 visites de prospects. Pour avoir fait 40 visites de prospects, je dois peut-être avoir une base de clients potentiels de 100. Et en fait, on a vraiment un entonnoir entre le nombre de prospects au démarrage et puis le nombre de clients vraiment qui vont acheter mon produit. Donc pour pouvoir effectivement gérer ça, il est important de faire un point sur le nombre de contacts qu'on a, le nombre de clients qu'on fait par semaine, par mois, le nombre de visites prospects, le nombre de devis effectués. Et c'est vraiment un entonnoir. Si au démarrage, vous n'avez que 2 devis dans votre mois, ben, avoir une commande, ça risque d'être difficile. Donc plus vous avez de rencontres avec des clients, plus vous avez une possibilité effectivement de faire un chiffre d'affaires. Donc quand on est dans un commerce, pour pouvoir avoir des clients, ben, c'est d'être bien placé, avoir un bon parking, être vu. Et quand on est dans une activité plus où on fait du démarchage, eh bien c'est le nombre de visites qu'on va effectuer dans son mois ou dans sa semaine. Et puis après, on verra si par rapport au nombre de clients qu'on a rencontrés, on arrive à transformer, ce qu'on appelle le taux de transformation. Combien de fois, en fait, quand j'ai un client qui est intéressé par mon produit, j'arrive à lui vendre mon offre. Si c'est une fois sur 100, ça veut dire que j'ai un travail à faire, moi, pour être plus performante dans la vente de mon service. Donc, on se met des petits outils de pilotage pour pouvoir effectivement calibrer son action, puis après travailler sur comment faire pour vendre plus. Et puis effectivement, on doit connaître le chiffre d'affaires qu'on doit effectuer en volume ou en vente, et puis avoir des tableaux. Donc là, plutôt, comme on disait, quelle est ma marge, comment va être réparti mon chiffre d'affaires entre mes différents produits, peut-être des familles de produits, combien j'ai de commandes, combien j'ai de nouveaux clients. Peut-être dans une entreprise, il est important, vous savez, d'avoir un portefeuille client qui évolue. Donc tous les semaines, tous les mois, se dire il me faut 3-4 nouveaux clients pour qu'effectivement, dans mon portefeuille, quand il y a un client qui ferme, un client qui déménage, ben, j'en ai d'autres qui vont prendre la suite pour faire mon niveau de chiffre d'affaires. Et puis, le dernier point intéressant, c'est quels sont les taux de réclamation par rapport à mon entreprise. Effectivement, certaines entreprises négligent le taux de retour client. Et si on veut aussi s'améliorer, c'est important de pouvoir se baser sur les réclamations. Donc, un petit indicateur sur cette notion-là. Voilà. Peut-être d'autres outils de pilotage ou chiffre d'affaires? Non, moi, je crois que vous avez dit quelque chose d'important, c'est que sur un client trouvé, il y en a 9 qui sont démarchés et qui n'aboutiront pas. Ça veut dire que vous avez ce temps passé qui n'est pas productif. Il ne faut pas le perdre de vue. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous verrez le dernier, puisque on considérera à ce moment-là que la première réussite dans une entreprise, c'est lorsque le créateur d'entreprise, ce qu'on leur dit, arrive à sortir une rémunération. À partir de là, on se dit, tiens, je ne suis pas mauvais, j'ai déjà commencé à développer mon business. Le deuxième critère de réussite, c'est lorsque finalement, vous dites, moi, mon job, c'est la technique, c'est pas le démarchage commercial. C'est lorsqu'on embauche un salarié pour faire ce démarchage commercial. Ça veut dire qu'on a progressé. Effectivement, donc, ce qu'on a souhaité mettre en avant avec cet après-midi, c'est que pour réussir, il faut surtout savoir anticiper les difficultés. Anticiper les difficultés, ce sont les deux facteurs importants, c'est lié au commerce et puis lié effectivement aux tâches administratives. Il faut être effectivement patient, on ne crée pas une entreprise, on crée une entreprise facilement pour moi. Par contre, pour y réussir, il faut quand même plusieurs mois, voire une année complète avant effectivement d'être plus ou moins performant. On dit 3 années par rapport aux charges, mais on ne trouve pas ses clients comme ça lors du premier rendez-vous. Ce qu'il faut, c'est savoir exactement ce qu'on vend, savoir quels sont les bénéfices pour les clients d'acheter votre offre et savoir exprimer ce que vous voulez vendre et pourquoi. On peut aussi avoir une très belle offre, comme je disais tout à l'heure, et on ne sait pas effectivement la vendre. Ne pas être donc trop impatient par rapport à ce que vous souhaitez récupérer comme revenu. C'est pas évident, facile à dire qu'à faire, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois bien préparer son coût et puis être vigilant.
Et ne pas avoir un business plan trop ambitieux. Souvent, quand on reçoit des créateurs, et c'est plus simple de se dire on va faire 100 000 euros, ça nous semble simple, et puis peut-être qu'on souhaite surestimer son projet. Il vaut mieux être prudent et savoir effectivement dire que ça risque d'être difficile. Peut-être que 60 000 c'est suffisant la première année, puis y aller doucement, et puis ne pas, comme je disais tout à l'heure, flamber aussi trop vite. De toute façon, dans tous les cas où vous ferez un budget prévisionnel avec votre banque, la banque vous demandera, il y a plusieurs questions que le banquier vous posera. La première question qu'il vous posera, c'est d'où vous sortez votre hypothèse de chiffre d'affaires. Est-ce qu'elle est faite à la louche? C'est bien de dire je m'installe, je fais du conseil en stratégie marketing pour les pays nordiques, je vais vendre 8 heures par jour. Donc il va falloir expliquer au banquier que votre hypothèse de chiffre d'affaires, elle a été construite sur une étude de marché très précise. Alors c'est toujours aléatoire, c'est le principe même de la création d'entreprise, on ne sait pas du tout où on va. Moi je terminerai juste en disant qu'il ne faut pas vous affoler, c'est pas facile, mais quand on réussit, c'est quand même agréable. Nos cabinets, on a quand même des taux de réussite importants sur des gens qui ont créé leur entreprise. Alors créer son entreprise, ça veut dire que soit ils avaient un produit à vendre moins cher que le concurrent, mais on peut se poser aussi la question pourquoi ils le vendent moins cher, pourquoi ils ont réussi à capter le client du concurrent, parce qu'ils étaient moins chers, il y a une raison à ça, ou parce qu'ils étaient au même prix, ils apportaient une prestation supplémentaire, ou bien vous créez votre entreprise ex nihilo parce que vous avez à vendre quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Et là, l'hypothèse de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, elle est beaucoup plus difficile à appréhender. Et puis la troisième solution, c'est vous achetez, vous créez votre entreprise en rachetant un commerce, par exemple, qui existe déjà, mais il ne faut pas vous tromper, parce que si vous êtes boulanger, si vous ne faites pas le pain de la même qualité que celui d'avant, vous pouvez faire tous les budgets prévisionnels que vous voudrez, l'entreprise ne durera pas longtemps. Et puis on peut aussi créer son entreprise en étant un peu plus cher, moi je dirais, quand on a un service différent, une offre différente et savoir se différencier par rapport à la concurrence. Ça c'est aussi un point important. Il n'y a pas que le prix qui compte dans une offre d'entreprise. Et enfin, effectivement c'est super, il faut bien se connaître pour réussir, se connaître toujours en tant que dirigeant, je reviens là-dessus, mes forces, mes faiblesses. Par rapport à ça, je m'organise pour accentuer mes forces et puis combler mes faiblesses. Et puis surtout, je ne reste pas seule. Je ne reste pas seule pour créer mon entreprise, pour reprendre. Il y a du conseil autour de vous, il y a votre famille éventuellement, mais attention à votre famille, on est toujours proche de quelqu'un, on n'ose pas lui dire la vérité. Donc le conseil, ça se prend aussi à l'extérieur, auprès de votre expert comptable, de votre banquier, de personnes qui font ce métier, pour effectivement vous aider à réussir. Mais c'est un très très beau projet et des belles années à passer si vous franchissez le pas.